Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 17 octobre 2024. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer, notamment concernant les problèmes d'approvisionnement en eau dans la capitale. La mise en œuvre du projet Tana Water Free débutera dans les plus bref délai selon le rapport du Conseil des ministres d'hier. Des infrastructures permettant de fournir jusqu'à 60 000 mètres cubes par jour d'eau seront construites dans le cadre de ce projet. Les mesures prises dans l'urgence du fait de la sécheresse ont également donné des résultats immédiats selon toujours le Conseil des ministres. Reportage de Cécile Vin, Anienne Martina et Sechan Genap. Après la visite effectuée à Mournakoun, le chef de l'État a donné des instructions claires pour démarrer dans les plus brefs délais la mise en œuvre du projet de renforcement et d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable d'Antananarivo et ses environs. Un centre pouvant produire 60 000 mètres cubes d'eau par jour sera construite sur cette superficie de 4 hectares à Mournakoun, qui a été cédée pour le compte du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène pour les besoins de la Jirama SA. La construction de cette centrale fait partie du projet Tana Water Free et contribuera grandement à résoudre le problème de l'approvisionnement en eau pendant la saison sèche. En plus de cela, une usine de traitement d'eau sera installée à Mournakoun, à Mutchmanzak et à Manchsez. Les instructions données par le président de la République, Andrzej ne portent également sur la mise en place du centre opérationnel RAN, ou corps qui a été placé au stade Bariam à Massen, selon le rapport du Conseil des ministres. Le corps coordonne toutes les actions d'urgence en matière d'approvisionnement d'eau dans la capitale. Les membres du gouvernement se sont réunis pour renforcer et mettre en œuvre la stratégie établie. Des mesures immédiates ont été prises telles que le renforcement de la distribution de l'eau, ainsi l'augmentation du nombre de camions de transport d'eau est passée de 2 à 25, ce qui assure une réponse rapide aux besoins en eau de la capitale. Vient ensuite la mobilisation des forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité des activités réalisées et prévenir tout incident susceptible de perturber la distribution de l'eau. Par ailleurs, 150 personnes par jour ont été mobilisées auprès du ministère et des partenaires pour soutenir les travaux et renforcer la distribution, également la fourniture d'équipements spéciaux, voitures, pompes, ordinateurs, tentes et autres équipements nécessaires pour assurer le succès des activités. D'après toujours le rapport du Conseil des ministres, les mesures prises en urgence ont eu pour conséquence l'augmentation de l'approvisionnement en eau à 1000 mètres cubes par jour alors qu'il était de 200 mètres cubes auparavant. La réduction du temps d'attente au point de distribution d'eau, moins de 50 bidons alignés. Il n'y a pas non plus de manifestations liées au manque d'eau depuis mercredi dernier. En plus de la distribution d'eau, il y aura la construction de nouveaux forages ou la réparation de 35 forages endommagés qui seront achevés d'ici un mois. Toujours autour de cette actualité de problèmes d'eau, les politiciens et les partis de l'opposition doivent se concentrer sur les prochaines échéances électorales au lieu de faire des critiques sans fondement sur les efforts fournis par l'État pour résoudre les problèmes d'approvisionnement d'eau, selon un des membres du parti politique UPAR aujourd'hui. Ce politicien a souligné que tout un chacun doit prendre conscience des effets du changement climatique au niveau mondial, dont Madagascar figure également parmi les victimes. De plus, s'ajoute aux problèmes d'eau la vétusté des conduites d'eau et la surpopulation dans la capitale. L'État est déjà en train de résoudre ces problèmes. Reportage sur les images de Sechan Genap. La population d'Antananarivo subit les conséquences du manque de vision à long terme, du manque d'anticipation, mais aussi de l'inactivité des responsabilités pendant de nombreuses années face au problème de l'approvisionnement en eau, car il n'y a pas eu de réhabilitation ni d'entretien des infrastructures d'adduction d'eau depuis très longtemps. De plus, le changement climatique est l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, un problème qui est mondial. Madagascar vit également cela et ce changement climatique est la cause en grande partie de la sécheresse actuelle qui entraîne le manque d'eau. Ce sont parmi les facteurs qui causent le problème de l'approvisionnement en eau dans la capitale, selon Rakudvo Andjiaparan, un politicien membre de l'UPAR et président du parti GFFM aujourd'hui. Cependant, le gouvernement actuel ne reste pas les bras croisés mais prend ses responsabilités et cherche des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Parmi ces solutions, la rénovation des canalisations d'eau de 78 km qui transportent l'eau dans chaque foyer. En effet, la vétusté des canalisations occasionne 20% des pertes d'eau. C'est pourquoi le gouvernement procède à la solution d'urgence de livrer l'eau par camion-citerne, a déclaré ce politicien.
Je loue le courage du chef de l'État et des deux ministres en charge de l'eau et de l'énergie qui ne cessent d'expliquer à la population les problèmes qui causent la situation du manque d'eau actuelle et qui cherchent jour et nuit des solutions pour le pays. Il y a les solutions d'urgence, mais il y a aussi les solutions à long terme, comme la construction de nouvelles stations d'eau à Buchmanzak, à Mournakoun et l'extension de Manchseiz et dans d'autres localités à travers le projet Tana Water Free, approuvé par la Banque mondiale, mais aussi l'achat de groupes électrogènes pour alimenter les stations de pompage, ajoute Rakudvan Djiamparan. Ce président du parti GFFM appelle la population à respecter les biens communs mis en place pour solutionner le manque d'eau. Il a réitéré que les politiciens et les partis de l'opposition doivent se concentrer sur les prochaines échéances électorales au lieu de critiquer les efforts fournis par l'État pour résoudre les problèmes d'approvisionnement d'eau et de présenter leur programme de développement. Et toujours dans cette page politique, le président du GFFM et membre du parti politique UPAR dément les allégations selon lesquelles la plateforme politique Irmar a peur du parti politique Team et de son candidat Tudu Ravalman. Aujourd'hui, la plateforme politique Irmar a déjà vaincu plus de 3 fois le parti Team depuis 2007 lors des élections présidentielles en 2019 et celles de 2023. Et les dernières élections législatives ne sont pas une référence quant au poids politique du Team selon ce politicien. La plateforme politique Irmar est déjà prête pour les élections communales et sont prêts à gagner et faire gagner leur candidat, ajoute le président du GFFM et membre du parti politique UPAR. Et dans la page économique de ce soir, l'État est actuellement en train de renforcer le système de dialogue avec le secteur privé afin d'améliorer l'environnement des affaires à Madagascar et promouvoir l'économie du pays, comme l'explique aujourd'hui le ministère de l'Industrialisation et du Commerce. La 7e édition des tables rondes économiques entre la délégation de l'Union européenne et Madagascar a porté aujourd'hui sur le renforcement du dialogue entre le secteur privé et le gouvernement. Reportage signé Anyen Martina, Sylvain et Sétian Genap. De nombreux problèmes du secteur privé à Madagascar ont pu être résolus grâce à la discussion entre le gouvernement et le secteur privé. Un effort important a été fait pour fluidifier le passage portuaire de Toamasn. Si la durée du séjour y était de 11 jours en 2023, elle a été réduite à 6 jours selon les explications du directeur général de l'EDBM aujourd'hui. Le secteur privé joue un rôle important dans le développement économique. Il est donc important que le gouvernement les protège. De nombreux problèmes doivent encore être examinés pour améliorer l'environnement des affaires du secteur privé. C'est pourquoi il est important de renforcer le dialogue entre eux et le gouvernement selon les explications. Aujourd'hui, la 7e édition de la table ronde économique organisée par Madagascar et la délégation de l'Union européenne à Mbudvoun a porté sur le renforcement du système de dialogue entre le gouvernement et le secteur privé. Environ 80 secteurs privés et publics y ont participé. Toujours dans cette page économique, les efforts pour la promotion du secteur de la pêche, notamment la petite pêche à Madagascar, se poursuivent. Ce secteur est l'un des éléments déterminants de l'économie bleue permettant de lutter contre la malnutrition à Madagascar. C'est la raison de l'élaboration d'un plan national pour la mise en œuvre des directives sur la petite pêche maritime et continentale à Madagascar en collaboration avec des partenaires tels que le FAO. Un plan d'action dans la mise en œuvre s'étalera sur 5 ans. Les détails avec Oubrassam Manan et Asnara Fanzanari. À Madagascar, la pêche constitue un moyen de subsistance pour 1,5 million de personnes et contribue au PIB national à hauteur de 7%, dont 43% provient de la petite pêche. Cette dernière représente 60% de la production nationale, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire, étant donné qu'une grande partie de la production est destinée à la consommation locale, d'après le ministre de tutelle. D'où l'importance de l'élaboration d'un plan d'action national pour la mise en œuvre des directives sur la petite pêche maritime et continentale. Ce plan d'action national revêt une grande importance afin de relever les défis majeurs, de tresser le profil de cette catégorie de pêche et de proposer des pistes de solutions à travers un plan d'action quinquennal. Parmi les tâches prioritaires établies dans cette plan d'action figure la répartition des efforts par le biais du renforcement de la connaissance, l'innovation des équipements des pêcheurs pour accéder aux diverses sources faiblement exploitées et la diversification des activités génératrices de revenus ainsi que la protection des écosystèmes marins et côtiers. À cela s'ajoute également la transparence et la bonne gouvernance, la mobilisation de tous les acteurs, la poursuite des efforts dans la lutte contre la pêche illicite.
Un plan d'action dont la mise en œuvre s'étalera sur 5 ans. Le défi du ministère de la Pêche et de l'économie bleue est de faire du secteur de la pêche et de l'aquaculture le pilier de développement de Madagascar à travers la promotion d'une exploitation et d'une valorisation durable des ressources halieutiques. Toujours dans cette page actualité locale, 3 jeunes lauréats du jeu Chasse au trésor organisé par Seed Incuboost ont remporté 500 € chacun. Selon leur déclaration, cet argent servira à créer leur entreprise ou à développer celle qu'ils possèdent déjà. Les détails avec Christelle Rakout-Malal et Janelle. Seed Incuboost est une initiative qui soutient l'entrepreneuriat à Madagascar, financée par l'Union européenne et gérée par PPI et le Centre. À ce jour, elle accompagne 20 structures d'accompagnement local. Dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes, l'événement Chasse au trésor a été organisé en octobre par Seed. Ce jeu a permis d'explorer les notions liées à l'économie et à l'entrepreneuriat à Madagascar, explique Rakoutmanana Rivelt, le responsable du centre. Les 500 € gagnés par les lauréats seront utilisés pour lancer ou renforcer leurs entreprises respectives selon eux. La deuxième édition de la chasse au trésor by Seed se déroulera du 18 au 22 novembre prochain dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat. Toujours dans cette page sociale, sans discussion ni demande d'explication auprès des responsables, les étudiants habitant au sein des cités universitaires d'Ankatch ont lancé un ultimatum pour que les responsables règlent les problèmes des toilettes dans les 48 heures. Un ultimatum lancé via les médias. Face à cela, les responsables au sein du CROI ou Centre régional des œuvres universitaires d'Antananarive ont affirmé que l'entretien et la réhabilitation de ces sanitaires des cités universitaires fait déjà partie des projets du CROI et que le déblocage du budget est déjà en cours. De plus, le CROI procède déjà tous les ans au vidange de ses toilettes. Reportage. Le problème des toilettes des étudiants d'Ankatch est presque devenu une affaire d'État. Ces toilettes sont pleines en raison du nombre élevé de personnes vivant au sein des cités universitaires d'Ankatch. Cependant, il n'y a eu aucune discussion, aucun dialogue avec les autorités, mais les étudiants ont immédiatement donné un délai de 2 jours par l'intermédiaire d'une annonce aux médias pour résoudre le problème. En réponse à cela, le directeur du CROI, ou Centre régional des œuvres universitaires d'Antananarive, qui est un département du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé de la gestion des infrastructures des étudiants, a informé que la procédure est déjà en cours pour l'entretien et la réhabilitation des toilettes, mais sa mise en œuvre suit le processus de déblocage des fonds publics. Le directeur du CROI a confirmé qu'il existe déjà un projet de construction de nouvelles toilettes et qu'ils examineront comment accélérer les travaux. Le CROI réalise également chaque année le vidange dans l'ensemble des cités d'étudiants. D'autre part, il existe déjà un projet du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des étudiants, à l'initiative de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Lors de la rencontre avec les étudiants, les responsables ont mis l'accent sur l'entretien des infrastructures et la propreté, qui est aussi une responsabilité partagée avec les étudiants. Le directeur a souligné que le CROI est toujours ouvert au dialogue. Et dans les actualités internationales de ce soir, l'OMS a mis en garde hier contre le risque très élevé de propagation du choléra au Liban après la découverte d'un premier cas confirmé dans le nord du pays. France 24. Face à la détérioration de la situation humanitaire au Liban, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Elle s'inquiète d'un risque élevé de propagation du choléra, alors que le ministère de la Santé a confirmé qu'une femme avait bien été victime de la bactérie dans le nord du pays. Cette situation inquiète l'OMS, car le pays compte actuellement 1 million de déplacés, surtout originaires du sud du pays. Certaines de ces communautés du sud et de Beyrouth n'ont pas été immunisées contre le choléra au cours des 30 dernières années. Le risque de propagation est donc très élevé. La crise économique que traverse le Liban depuis des années et son impact sur les services publics d'eau et d'électricité ont poussé l'OMS et les autorités à organiser des vaccinations préventives contre le choléra dans les zones les plus à risque. En août, le ministère a lancé une campagne de vaccination orale visant 350 000 personnes vivant dans des zones à haut risque, mais elle a été interrompue par l'escalade de la violence.
Entre octobre 2022 et janvier 2023, une épidémie de choléra a fait plus de 20 morts au Liban. Elle s'est déclarée dans les régions rurales du Nord, où vivent de nombreux réfugiés syriens. Et lors d'une conférence de presse à Berlin, Philippe Lazzarini, commissaire général de l'UNRWA, déclare que la famine et la malnutrition risquent de se produire à Gaza quelques semaines avant l'arrivée de l'hiver. France 24. Un bol de soupe de lentilles, ce sera le seul repas de la journée pour ces déplacés palestiniens à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. La nourriture arrive en quantité très limitée. Comme vous le voyez, ce n'est pas assez. Il y a beaucoup de déplacés qui arrivent ici à Khan Younes. Certains sont venus aujourd'hui et n'ont rien eu. Partout dans la bande de Gaza, le manque de nourriture est criant. Le chef de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens s'attend au pire dans les prochaines semaines. Il y a un risque réel maintenant que nous entrons dans l'hiver, car le système immunitaire de la population est affaibli. Nous entrons dans une situation où la famine ou la malnutrition aiguë sont malheureusement à nouveau probables, et encore une fois, cela peut être évité. Israël est accusé par les Nations Unies d'imposer les pires restrictions humanitaires à Gaza depuis un an. Face au risque de famine, les Occidentaux haussent le ton. Washington menace de geler une partie de son aide militaire à l'État hébreu si la situation humanitaire ne s'améliore pas d'ici 30 jours. Sous pression, Israël a autorisé le passage de ce convoi de 50 camions de vivres et de médicaments par le point de passage d'Erez. Aux Nations Unies, l'ambassadeur israélien pointe du doigt le Hamas. Nous avons plus de 50 000 camions avec plus de 700 000 tonnes de nourriture. Le problème à Gaza n'est pas le manque d'aide. Le problème, c'est le Hamas qui vole, pille et confisque cette aide pour la stocker ou la vendre afin de financer le terrorisme, alors que les civils souffrent. Selon l'ONU, la totalité de la population de la bande de Gaza vit aujourd'hui en insécurité alimentaire. Toujours à l'international, aux États-Unis, la candidate démocrate à la Maison-Blanche, Kamala Harris, a donné hier soir une interview sur la chaîne conservatrice Fox News, lors de laquelle elle a tenté de se démarquer du président Joe Biden. Reportage toujours de France 24. Kamala Harris serrant les mains de républicains avant d'entrer sur scène, l'image a de quoi surprendre. En Pennsylvanie, État déterminant pour obtenir les clés de la Maison-Blanche, la vice-présidente mène une campagne acharnée. 2 visites en une semaine, mais cette fois-ci accompagnée d'une centaine de dirigeants républicains hostiles à Donald Trump pour la soutenir. Donald Trump est de plus en plus instable et déséquilibré. Aux citoyens de la Pennsylvanie et de notre pays, défendons ensemble l'état de droit, pour nos idéaux démocratiques et pour la Constitution des États-Unis. Nous devons placer notre pays avant notre parti. Et comme vous, je donne la priorité à mon pays. La Pennsylvanie avait voté Trump en 2016, Biden en 2020. Le 5e État le plus peuplé du pays donnera 19 grands électeurs au vainqueur. Et à 3 semaines de l'élection présidentielle, les 2 candidats sont toujours au coude à coude. Alors la démocrate met les bouchées doubles. Pour sa première interview sur la chaîne de télévision conservatrice Fox News, la candidate tente de séduire les électeurs républicains les plus indécis. Nous avons un système d'immigration cassé qui a besoin d'être réparé. Et annonce une politique de rupture avec l'actuel président. Ma présidence ne sera pas la continuation de celle de Joe Biden. Comme chaque nouveau dirigeant qui entre en fonction, j'apporterai mon vécu, mes expériences professionnelles et des nouvelles idées. Je représenterai une nouvelle génération de dirigeants. Offensive, Kamala Harris, qui fêtera ses 60 ans en fin de semaine, accuse son rival de diviser et de rabaisser les Américains. Selon un dernier sondage publié mercredi, la démocrate recueillerait 49% des intentions de vote contre 47% pour Donald Trump. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans le reste du programme de ce soir, vous allez suivre dans quelques instants une émission spéciale sur le Salon international de l'habitat. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.